Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 8 décembre 2025 et notre cher ami, notre frère, Jacques Baud, est avec nous. Bon retour parmi nous. Avec plaisir. Merci beaucoup de m'avoir invité à nouveau. Veuillez vous abonner et cliquer sur le bouton j'aime. J'espère que cela atteindra davantage de personnes. Et Carl, permettez-moi de commencer par les dernières nouvelles concernant le conflit en Ukraine. Donald Trump a déclaré que Zelensky n'avait pas encore commencé à lire le plan de paix. D'un autre côté, nous voyons les Européens se préparer à aider l'Ukraine. Ils parlent d'un prêt pour les réparations et peut-être d'un soutien continu à la guerre. Mais voici ce que Donald Trump a dit à propos des dernières initiatives des Russes et des Ukrainiens, les discussions Russie-Ukraine après les négociations de la semaine dernière. Nous avons donc parlé au président Poutine et nous avons parlé aux dirigeants ukrainiens, y compris au président Zelensky. Je dois dire que je suis un peu déçu que le président Zelensky n'ait pas encore lu la proposition. C'était il y a quelques heures. Son peuple l'adore et la Russie est d'accord avec elle. La Russie, eh bien, vous savez, la Russie, je suppose, préférerait avoir tout le pays quand on y pense. Mais je crois que la Russie est d'accord avec elle. Je ne suis pas sûr que Zelensky le soit. Son peuple l'adore, mais lui ne l'a pas lu. Alors un jour, tu devras m'expliquer ça, Jeff. Quelqu'un doit expliquer cela. Mais il y a aujourd'hui à Londres un sommet sur la guerre en Ukraine. Et il est étrange que la Pologne n'ait pas été invitée. Quelle est votre compréhension de la situation en Ukraine, compte tenu de la position de l'Occident, des États-Unis et des Européens? Eh bien, tout d'abord, permettez-moi de revenir sur ce que Trump a dit à propos de ce soi-disant plan. Ce n'est pas vraiment un plan. C'est une liste de points de discussion qui ont été rassemblés, et la version finale a été présentée la semaine dernière par Steve Witkoff et Jared Kushner à Vladimir Poutine. Mais ce n'est pas encore un plan. Un plan comprendrait certaines modalités à mettre en œuvre et des dispositions expliquant comment le plan de paix fonctionnerait réellement. Vous n'avez pas cela. Ce n'est qu'une liste de points de discussion et de sujets qui doivent encore être approfondis. Et c'est exactement ce que M. Ushakov a déclaré la semaine dernière. Il n'y a pas eu beaucoup de communication sur le plan ou sur la réunion jusqu'à présent, car pour l'instant, toutes les délégations étudient les documents, voient comment ça peut évoluer et comment ça pourrait devenir la base de véritables négociations. La négociation signifie que l'on dispose d'un document et que les deux parties essayent d'en définir les modalités point par point, bien sûr dans leur propre intérêt. Mais nous n'en sommes pas encore là. Tant que le processus de négociation n'a pas commencé, les Américains et les Russes ont décidé de ne pas communiquer sur le fond du document. Ils ont toutefois précisé qu'à Moscou, ils n'avaient pas examiné chaque point. Les Russes se sont simplement contentés d'exposer leur position. Or, contrairement à ce qu'a dit Trump, les Russes ne sont pas satisfaits de ce document. Ils disent simplement qu'il constitue une base de discussion. Or, au cours des 3 dernières années, surtout après l'été 2022, après les diverses tentatives des Ukrainiens d'engager une discussion, toutes empêchées ou interrompues plus précisément par les Européens, il n'y a eu aucune véritable négociation, aucune interaction réelle, ni tentative de dialogue entre les Européens, les États-Unis et les Russes. Ainsi, les Russes, désormais indépendamment du contenu de la discussion, sont satisfaits car la discussion est sur la table. Il n'y a pas encore de propositions concrètes, mais les Américains sont prêts à parler, et c'est déjà positif. C'est exactement ce que Vladimir Poutine a déclaré il y a 10 jours, et il l'a répété la semaine dernière à Bishkek.
Ils sont prêts à parler, mais ils veulent une véritable négociation. Ils veulent de vraies équipes de négociation avec de vrais diplomates, car jusqu'à présent, si l'on y regarde de plus près, Jared Kushner n'est pas un diplomate, et Steve Witkoff non plus. Donc maintenant, il y a beaucoup d'amateurs que Trump a réunis pour rédiger cette liste de points à discuter. Mais cela n'a pas encore été discuté, et c'est ce que veulent les Russes. C'est pourquoi ils sont satisfaits du document, parce qu'il y a désormais une opportunité, une base, un document sur lequel on peut construire une négociation, au moins cela. Mais ça ne signifie pas que les Russes ont accepté le document ou son contenu. Ils ont accepté l'idée d'avoir un document de base pour en discuter, mais pas le contenu. Et c'est très important de le préciser, car c'est essentiellement ce qu'Ushakov a dit après la réunion à Moscou la semaine dernière. Nous en sommes donc là. Du côté ukrainien, et c'est intéressant, les Européens avaient le sentiment que ce plan favorisait la Russie, tandis que les Américains pensaient qu'il favorisait l'Ukraine. Ainsi, chacun a une perception différente. Et c'est probablement le signe qu'il existe une bonne base de discussion. Comme je l'ai dit la dernière fois, en Suisse, nous considérons qu'un bon accord est celui dont aucune des parties n'est satisfaite. Nous sommes donc probablement sur cette voie, et c'est déjà un bon signe en soi. Mais nous n'avons pas encore de document final, nous n'avons pas encore de négociation finale, et beaucoup de choses peuvent changer, car sur le terrain, les Russes avancent, ils détruisent. Il est également important de mentionner qu'il y a eu un tweet de Julia Mendel, qui était auparavant l'assistante média de Zelensky. Elle a dit, « Eh bien, il ne s'agit pas de kilomètres carrés, il ne s'agit pas de la quantité de territoire que vous avez gagné. Le problème, ce sont les vies que nous perdons. » Et c'est quelque chose que j'ai répété à plusieurs reprises sur votre chaîne et d'autres. Le problème, c'est que les Russes, depuis octobre 2022, ont déclaré « Nous ne cherchons pas à gagner du territoire, nous cherchons à détruire le potentiel ukrainien. » Comme les Occidentaux ont ignoré ou nié cette déclaration et restent convaincus que l'objectif des Russes est de conquérir du territoire, ils ont poussé l'Ukraine dans une direction complètement erronée. En conséquence, nous avons aujourd'hui une Ukraine qui saigne, littéralement, parce qu'elle n'a plus de troupes. Elle ne perdra peut-être pas tout son territoire, mais elle perdra certainement son armée. Et c'est, je pense, le point essentiel. Les Russes le savent, et c'est pour cette raison qu'ils poursuivent cette guerre. Ils continuent de détruire le potentiel de l'Ukraine. Et le résultat sera, au final, et je pense qu'il n'y a absolument aucun doute à ce sujet, quelle que soit la manière dont le conflit se termine, que ce soit sur le champ de bataille ou à la table des négociations, il se conclura selon les conditions de la Russie. C'est ce que les Européens n'ont pas compris. C'est pourquoi ils poussent l'Ukraine à continuer de se battre. Ils sont convaincus, et c'est d'ailleurs ce qu'a dit Kaja Kallas il y a quelques jours, qu'il est faux de dire que l'Ukraine est en train de perdre. Il y a donc une forme de déni ou d'illusion au sein de la communauté européenne, car il ne s'agit pas seulement de l'Union européenne. Cela inclut aussi le Royaume-Uni, qui ne fait plus partie de nous. Mais en Europe, les gens sont convaincus que les Russes ne gagnent pas et qu'il est donc utile de continuer. Et souvenez-vous encore de ce qu'a dit Kaja Kallas. Bon, Kaja Kallas n'est pas la plus futée. Mais, bref, voilà ce qu'elle a déclaré il y a quelques jours. Elle a dit « Notre premier objectif est d'affaiblir la Russie. » Et ensuite, elle a ajouté « Nous avons un plan en 2 points. Le premier est d'affaiblir la Russie. Le second est de soutenir l'Ukraine. » Ainsi, on voit bien que la manière dont elle l'a formulé explique exactement le fond.
L'objectif principal est d'affaiblir la Russie. Affaiblir la Russie est le but, tandis que soutenir l'Ukraine n'est pas vraiment un objectif. On ne soutient pas juste pour le principe de soutenir. Vous soutenez afin d'affaiblir. Et donc, on peut voir dans la formulation même de Kaja Kallas que l'objectif ultime des Européens est d'affaiblir la Russie et qu'ils utilisent l'Ukraine à cette fin. Et c'est exactement ce qui se passe. Ainsi, deux choses différentes se produisent maintenant. Tout d'abord, il y a ce plan dont on a largement discuté en Occident et ailleurs, et nous en avons parlé, je crois, sur votre chaîne la semaine dernière. Vous avez ce plan, et en plus de cela, il y a la stratégie de sécurité nationale des États-Unis qui vient d'être publiée ce week-end, laquelle souligne ou énonce formellement quelque chose que nous avions déjà compris depuis des mois. Les États-Unis veulent que l'Europe prenne en charge ce conflit. Et c'est précisément pour cette raison que la réunion a lieu maintenant en Europe, parce que ces deux éléments sont réunis. Vous avez un accord que les Européens ont déjà rejeté, et vous avez désormais une politique ou une stratégie officiellement énoncée par les Américains, selon laquelle ils ne veulent plus être impliqués dans ce conflit. Ce qui n'est pas nouveau, car en février de cette année, Pete Hegseth a déclaré à Munich, devant les Alliés, que les États-Unis envisageaient une répartition des tâches concernant le théâtre européen, ce qui signifie que l'Europe devrait être responsable de sa propre sécurité, tandis que d'autres conflits, comme celui qui occupe principalement l'esprit des États-Unis, à savoir le conflit avec la Chine, devraient constituer leur priorité. Et ce qui se passe sur le continent européen devrait faire partie de ce qui est mentionné dans la stratégie de sécurité nationale en tant que partage et transfert de la charge. Il s'agit d'un transfert de la charge, c'est-à-dire que la responsabilité de la sécurité européenne doit être transférée aux Européens, qu'ils doivent désormais assumer la responsabilité du conflit en Ukraine. Le problème, c'est que l'Europe n'a pas de capacité. L'Europe s'est affaiblie et a toujours eu cette idée que le conflit, ou même toute la stratégie, devait être menée par les Américains. Les Européens n'ont fait qu'aboyer contre les Russes et se sont en réalité reposés sur les Américains pour faire le travail. Ils ont apporté une certaine aide aux Ukrainiens, mais pas aussi importante que celle des Américains. C'est pourquoi ils sont maintenant pris par surprise. Surpris parce qu'ils ne voulaient pas reconnaître ce que nous avons déjà constaté au cours des 8 ou 10 derniers mois. Les Européens doivent donc réagir, et leur réaction représente un choix impossible. Soit ils décident d'aller à l'encontre des États-Unis et de dire « Non, vous ne pouvez pas faire cela. Vous devez être impliqués en Ukraine », ce qui pourrait entraîner une escalade du conflit. Car la seule façon d'impliquer les Américains serait alors de créer une situation dramatique en Ukraine. Soit ils acceptent, et en acceptant la position des États-Unis et la responsabilité de gérer le conflit en Ukraine, ils reconnaîtraient qu'ils ont menti jusqu'à présent, car ils n'ont tout simplement pas la capacité de le faire. Ils ont toujours dit que l'Europe est le deuxième plus grand marché du monde. Je ne sais pas pourquoi, mais elle n'a pas la capacité de soutenir ce conflit. Et c'est la raison pour laquelle ils ont poussé ou pressé les Ukrainiens à poursuivre la guerre. Mais aujourd'hui, ils sont dos au mur. Ils doivent décider de ce qui est réaliste. Il ne s'agit plus du récit. Il s'agit de ce que vous allez faire, pas de ce que vous pourriez faire ou de ce que vous souhaiteriez faire. C'est ce que vous allez faire. Et c'est là que se trouve la crise du leadership européen, qui inclut évidemment ceux qui aboient le plus, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Maintenant, la Pologne n'est pas invitée, probablement parce que l'idée, ou ce dont les Européens veulent peut-être parler,
c'est d'envoyer des troupes en Ukraine. Parce que maintenant, comme je l'ai dit, s'ils veulent s'opposer aux États-Unis, ils doivent intensifier le conflit dans une certaine mesure. Et peut-être, je ne sais pas, je n'ai aucune idée de ce qu'ils vont discuter à Londres, mais une option serait qu'ils parlent du déploiement de troupes. Les Polonais ne veulent pas le faire. Ils ont répété à plusieurs reprises qu'ils ne voulaient pas être impliqués physiquement dans le conflit. Les 3 autres pays sont prêts à le faire. Mais maintenant, la difficulté, c'est qu'ils n'auront pas le soutien des États-Unis. C'est là que le problème commence. Et c'est là que réside le risque d'escalade. Nous sommes en réalité dans une situation extrêmement dangereuse, car l'Ukraine est en train de perdre, et de perdre lourdement. Plus on attend, plus le risque que l'Ukraine soit complètement vaincue augmente. Il y a donc une pression de ce côté-là. Il y a aussi une pression du côté américain, car les Américains l'ont compris déjà il y a 2 ou 3 ans. Ils ont déclaré ne pas vouloir être physiquement impliqués dans le conflit, car la politique américaine consiste à éviter toute confrontation directe avec les forces russes. En effet, 2 puissances nucléaires en confrontation directe, ce serait extrêmement dangereux. Par conséquent, ils ne veulent pas le faire, et ils ne veulent même pas partager la responsabilité d'une défaite ukrainienne. Et c'est la raison pour laquelle ils veulent se retirer du conflit, parce qu'ils voient que c'est un échec. Et Trump ne veut pas être associé à un échec. Par conséquent, cela signifie que les Européens ne peuvent pas aider l'Ukraine. L'Ukraine échoue. Les États-Unis ne veulent pas s'impliquer davantage dans le conflit, ce qui veut dire que les Européens doivent résoudre le problème par eux-mêmes. Mais ils n'ont pas les ressources pour le faire. Et c'est pourquoi c'est une situation de double impasse impossible pour les Européens. À moins qu'ils ne réalisent qu'ils ont commis une erreur, qu'ils reconnaissent cette erreur et qu'ils décident d'agir par la diplomatie. Mais là encore, il y a un problème, car entamer une démarche diplomatique signifie reprendre certains contacts diplomatiques avec la Russie. Jusqu'à présent, l'Union européenne en tant qu'union, ainsi que les pays européens individuellement, ont presque rompu tous leurs liens avec la Russie. Cela signifie qu'ils n'ont même plus le cadre nécessaire pour réactiver des relations diplomatiques. Je veux dire, il reste probablement quelques très petites connexions. Mais malgré tout, pour reconstruire la diplomatie, il faut un certain niveau de confiance, de fiabilité. Et en ce moment, les Russes n'ont absolument aucune confiance envers les Européens. Et à juste titre d'ailleurs, car les Européens trichent depuis 2014. Ils n'ont cessé de faire des promesses qu'ils n'ont pas tenues. Alors, pourquoi les Russes croiraient-ils soudainement les Européens, surtout maintenant que l'Ukraine est en train d'être vaincue? Vous vous souvenez peut-être de ce que Vladimir Poutine a dit lors de la réunion du Conseil de sécurité nationale, qui a eu lieu, je crois, il y a 2 semaines, un vendredi. Et il a dit, eh bien, si les Ukrainiens rejettent les négociations, cela nous convient, car nous atteindrons alors nos objectifs par la force militaire. Ainsi, pour les Russes, ils ont la capacité d'atteindre leurs objectifs de n'importe quelle manière. Comme je l'ai dit, peu importe comment ce conflit se termine, il se terminera selon les conditions de la Russie. La seule liberté de mouvement, ou liberté d'action, dont disposent les Européens, consiste à définir dans quelle mesure ils veulent que l'Ukraine soit détruite. C'est leur marge de manœuvre. Mais ils ne s'en sont pas encore rendus compte, car ils se sont convaincus que la Russie échouait. Et comme je l'ai dit à de nombreuses reprises, et c'est quelque chose de bien connu depuis Sun Tzu, il y a environ 2500 ans, la pire erreur que l'on puisse commettre en temps de guerre est de sous-estimer son ennemi. Et c'est exactement ce que les Européens ont fait.
Ils continuent de le faire. Carl, tu as mentionné la NSS de Trump, la stratégie de sécurité nationale, où tu disais qu'il faisait en quelque sorte peser le fardeau de la guerre en Ukraine sur les épaules des Européens. Que se passe-t-il quand on regarde la situation de l'OTAN? Tu te souviens quand la Suède et la Finlande ont rejoint l'OTAN? Joe Biden se vantait que l'alliance devenait plus forte, plus unie. Mais aujourd'hui, en regardant l'OTAN, quelle est la réalité pour les Européens? Parce qu'après tout, si l'on regarde le Moyen-Orient, la manière dont les Européens ont géré les choses, ils n'ont pas coopéré avec le JCPOA. Ils ont simplement fait ce que les États-Unis voulaient qu'ils fassent. En regardant le cas de la Russie et de l'Ukraine, ils font la même chose. La guerre a dévasté l'économie allemande. La plupart des pays européens ont été touchés par la guerre. Et maintenant, ils essaient également d'ouvrir un nouveau front avec la Chine. Nous avons vu l'équipe du Premier ministre britannique parler de la Chine comme de la plus grande menace pour l'Europe et pour le Royaume-Uni. Alors, que signifie l'OTAN aujourd'hui? Et quel serait un avenir meilleur pour l'Europe si elle veut changer la donne, si elle veut être un acteur plus fort dans le grand ensemble? Eh bien, je pense que tout d'abord, il existe beaucoup de malentendus concernant l'OTAN. Du point de vue européen, et on le voit clairement avec l'exemple de la Finlande et de la Suède, ainsi que probablement d'autres pays comme l'Ukraine, ils considèrent l'OTAN comme un atout de sécurité nationale, si l'on peut dire. Mais l'OTAN est un système de sécurité collective, pas quelque chose conçu pour des pays individuels. C'est un outil qui a été développé en cas de guerre totale entre l'Est et l'Ouest. Le pacte de Varsovie n'existait pas en 1949, mais je veux dire le bloc communiste contre les démocraties occidentales. C'est le cadre idéologique dans lequel l'OTAN a été créée. Et il est très important de rappeler que l'OTAN est une alliance nucléaire. NATO is a nuclear alliance. The ultimate goal of NATO is L'objectif ultime de l'OTAN n'est pas de protéger des pays individuels contre une attaque de la Russie ou de quiconque. Il s'agit de placer tous les pays européens sous le parapluie nucléaire des États-Unis. C'est pourquoi il est très difficile d'activer l'OTAN dans une situation comme celle de l'Ukraine. D'ailleurs, vous avez probablement remarqué que ces 2 dernières années, lorsqu'il s'agissait d'assurer la sécurité ou de parvenir à un accord avec l'Ukraine, ce n'était pas l'OTAN qui concluait un accord de sécurité avec elle. Ce sont les pays membres de l'OTAN qui ont signé des accords de sécurité bilatéraux avec l'Ukraine, mais pas l'OTAN elle-même. Car l'OTAN n'est pas conçue pour ce type de conflit. Elle est conçue pour une guerre totale sur le continent européen. C'est pour cela que l'OTAN a été créée. L'OTAN a vu le jour lorsque l'Union soviétique a obtenu la bombe nucléaire. C'est ce qui a motivé sa création, car les pays européens à cette époque étaient effrayés par le fait que l'Union soviétique disposait désormais de la puissance nucléaire. Et c'est la raison d'être de la création de l'OTAN. Le pacte de Varsovie a été créé 6 ans plus tard, lorsque l'Allemagne a rejoint l'OTAN. C'est ce qui a conduit à la création du pacte de Varsovie en 1955. Ainsi, l'OTAN est fondée sur la puissance nucléaire. Et pour cette raison, lorsque la Finlande ou la Suède ont rejoint l'OTAN pour renforcer leur propre sécurité nationale, elles ont fait un choix totalement erroné. Cela repose sur une mauvaise compréhension de la réalité de l'OTAN. C'est le tout premier aspect. Le deuxième aspect est que l'OTAN, comme on l'a dit, ne signifie pas que les États-Unis doivent protéger l'Europe dans tous les cas. Elle fournit simplement la puissance nucléaire. L'idée est de s'assurer que les États-Unis seraient impliqués dans un conflit et donc prêts à engager leur arsenal nucléaire.
C'est la raison pour laquelle il y a encore des troupes américaines en Allemagne, pour garantir que les États-Unis s'engageraient en cas de guerre totale en Europe. Sinon, même s'il y avait une guerre en Europe et que les Américains étaient encore sur le continent, ils pourraient dire « Eh bien, d'accord, c'est une affaire européenne. Nous ne voulons pas nous impliquer. » Et pour cette raison, afin de s'assurer que les États-Unis restent engagés, les Européens ont demandé aux États-Unis de demeurer en Europe. Ainsi, les forces américaines en Allemagne, qui avaient commencé comme une force d'occupation, tout comme les forces britanniques et françaises après 1945, ont vu leur statut modifié par les États-Unis par la suite. Après la fin de la guerre froide, lorsque les Français et les Britanniques se sont retirés d'Allemagne, les États-Unis sont restés, car ils avaient besoin de maintenir un engagement physique en cas de guerre nucléaire. Cela exige que les États-Unis aient quelque chose en jeu dans le conflit, à savoir leur force en Allemagne. Voilà la logique. Ne pas comprendre cela a bien sûr conduit la Suède et la Finlande à rejoindre l'OTAN, ce qui constitue une mauvaise évaluation, car elles font désormais partie de la menace du point de vue russe. En conséquence, les Russes ont commencé à déployer des forces de l'autre côté de la frontière finlandaise. Et parce que la Finlande fait désormais partie du tableau de la menace, c'est là que nous en sommes. Mais à l'origine, l'idée n'était pas que les États-Unis se substituent à la défense nationale des Européens. C'est pourquoi, dès son premier mandat, Trump a demandé aux pays européens de dépenser davantage pour la défense. Car même à cette époque, il affirmait que la défense européenne devait être entre les mains des Européens. Pour les Européens, bien sûr, il était commode d'avoir les Américains, car cela permettait de déclencher la menace nucléaire, une forme de dissuasion et des choses de ce genre. Par conséquent, ils n'avaient pas besoin de dépenser trop pour la défense. Les États-Unis, en revanche, dépensaient. Eh bien, on peut dire que les États-Unis ont toujours trop dépensé pour la défense. Ils mènent des guerres partout dans le monde. Et donc, je veux dire, je ne suis pas sûr que la défense européenne ait jamais représenté la majeure partie des dépenses de défense des États-Unis. En tout cas, aujourd'hui, les Américains veulent économiser, réduire leurs dépenses. Ils veulent développer l'industrie sur le territoire continental des États-Unis et des choses de ce genre, c'est-à-dire dans l'hémisphère occidental, pour reprendre la terminologie de la stratégie de sécurité nationale. Et donc, ils veulent réduire leurs dépenses en Europe en disant que les Européens doivent développer leur propre capacité de défense et que les États-Unis interviendront en soutien. C'est plus ou moins l'idée. Et c'est exactement ce que Blinken a dit en février aux Alliés. Il n'y a donc là aucune surprise. Et l'OTAN restera l'OTAN. Cette idée de placer toutes les nations sous le parapluie nucléaire n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est la nature même de la guerre. Parce que, évidemment, même pendant la guerre froide, nous avons surestimé la volonté de l'Union soviétique d'attaquer l'Occident. Et bien sûr, tout le monde respectait ce genre de règles. Donc, nous avons accepté cette exagération de la menace. Très bien. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une situation économique plus complexe. Je veux dire, la guerre froide a été l'âge d'or de la civilisation européenne, si l'on veut. Nous connaissions une croissance florissante dans tout l'Occident, nous exportions, nous avions de l'influence politique, nous jouions un rôle, des choses de ce genre. Je veux dire, ça a commencé à se détériorer dans les années 1970. Mais néanmoins, pendant la guerre froide dans l'ensemble, c'était l'âge d'or de l'économie, de la société et de la civilisation européenne, si l'on peut dire, pour simplifier.
But today, after the Cold War, it was clear that we Mais had aujourd'hui, other priorities. après la guerre froide, il était clair que nous avions d'autres priorités. Par conséquent, nous n'aurions pas cette guerre totale pour laquelle l'OTAN avait été conçue. Et aujourd'hui, nous pouvons voir le conflit en Ukraine comme un exemple de cela. Je pense qu'un tel affrontement n'aurait jamais lieu. Exactement. Oui, absolument. Tout à fait raison. Cela n'a jamais été le cas. C'était une illusion que nous avions pendant la guerre froide, mais nous pouvions nous le permettre à l'époque. Le problème, c'est que maintenant, nous pouvons avoir la même illusion, mais nous ne pouvons plus nous le permettre. Par conséquent, nous devons être plus réalistes. Mais vous avez tout à fait raison. Ce type de conflit ne se produira pas. C'est pourquoi je ne suis pas un partisan de l'OTAN. Je veux dire, je n'ai rien contre le fait que des pays s'unissent pour organiser une défense commune. Je pense que c'est rationnel. C'est pas une mauvaise idée. And I think that's rational. That's not a bad idea. The problem is that we have to prepare for the right conflict. Le problème, c'est que nous devons d'abord nous préparer au bon type de conflit. Et l'OTAN n'est évidemment pas adapté au type de conflit auquel nous pourrions être confrontés en Europe. L'Ukraine en étant un exemple. L'OTAN est trop puissante, si l'on veut. Ou plutôt, l'idée même de l'OTAN est trop puissante pour le type de conflit que nous avons en Ukraine. Car, évidemment, nous ne voulons pas recourir au nucléaire dans ce conflit. Nous voyons donc que l'OTAN est surdimensionnée pour ce type de conflit. Conceptuellement, je ne parle pas de manière factuelle, mais conceptuellement, elle est surdimensionnée. Nous devons donc mettre en place un autre type d'architecture en Europe. Nous devons repenser entièrement la notion de défense. Que comprenons-nous par défense? Et c'est précisément ce que les Russes voulaient juste après la fin de la guerre froide, en fait, en entrant dans l'OTAN, avec cette idée que j'ai mentionnée plusieurs fois sur votre chaîne. L'idée d'une sécurité par la coopération plutôt qu'une sécurité par la confrontation. Instead of security by confrontation. And in fact, that's the... Et en fait, c'est bien là le véritable problème. Les Européens s'accrochent à cette idée de l'OTAN parce qu'ils ne veulent pas dépenser trop d'argent. Si l'on regarde les budgets de ces pays, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, on voit qu'ils sont tous en déficit. Bien sûr, nous faisons face à de plus en plus de défis sociaux et sociétaux, et cela coûte très cher. La défense a donc été reléguée dans la liste des priorités. Elle n'est plus en tête. Et c'est pourquoi les Américains disent maintenant, vous devez prendre le relais. Vous devez comprendre ce que la défense signifie réellement. Et pour cette raison, il y a quelque chose que les gens ont oublié. Mais ce que l'administration Trump a fait en février, c'est de partager avec les pays européens de l'OTAN un questionnaire leur demandant comment ils définiraient la défense si les États-Unis n'étaient pas là. L'objectif était de pousser les Européens à réfléchir. Quelles seraient les conséquences pour mon pays si les Américains n'étaient plus présents? Parce qu'un tel débat n'a jamais eu lieu en Europe. Nous comptons encore sur les États-Unis. Et c'est pourquoi nous avons aujourd'hui cette réunion à Londres. Parce que désormais, dans la stratégie de sécurité nationale, il a été formalisé que les États-Unis ne veulent plus être impliqués dans ce conflit. Cela a été dit de nombreuses fois, mais ce n'est pas formulé officiellement dans ce document. Et c'est là le problème pour les Européens. Ils ont vécu dans le déni pendant 3 ans, et maintenant ils se rendent compte que ce qu'ils niaient est, en réalité, une réalité aujourd'hui. Donc l'OTAN est une alliance, un système de défense collective qui a été établi à une époque où la menace était nucléaire. Nous savons que ce ne sera pas le cas à l'avenir. Donc nous devons repenser l'ensemble du dispositif. Et encore une fois, les Russes ou les Soviétiques à l'époque ont été ceux qui ont initié le développement de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Sécurité et coopération. Security and cooperation. Remember what I just said a couple of minutes ago.
Souvenez-vous de ce que j'ai dit il y a quelques minutes. Cette idée de sécurité et de coopération. C'était une idée développée par les Soviétiques. Elle a été détournée par l'Occident. Et finalement, l'organisation a perdu la signification même qu'elle avait pour les Russes à l'époque. Mais aujourd'hui, les Russes essayent de ressusciter cette idée. Et je pense que c'est dans cette direction que nous devons aller. S'il y a une leçon à tirer du conflit ukrainien, c'est bien celle-ci. Nous devrions repenser entièrement notre manière de résoudre les problèmes en Europe. Et pour cela, nous devrions avant tout abandonner l'idée que les États-Unis viendraient automatiquement protéger les Européens. Les Européens doivent développer des mécanismes à l'échelle du continent, sur l'ensemble du continent, pour résoudre leurs propres problèmes. Ici, nous devons bien sûr surmonter le problème des États baltes et de la Pologne, qui sont, je veux dire, les États baltes. Sérieusement, j'ai de sérieux doutes quant à leur capacité intellectuelle et leurs compétences, pour être honnête, car nous n'entendons jamais rien de sensé venant de leurs élites. Ce sont des va-t-en-guerre. Ils aboient sans cesse. Ils font des choses totalement incohérentes avec leurs propres intérêts nationaux. C'est extrême, mais ils exercent tout de même une très forte influence. Rappelez-vous encore Kaja Kallas, qui vient d'Estonie. Et d'où ça vient-il, Karl? D'où ça vient-il? Qui soutient cela? Penses-tu que l'establishment aux États-Unis le soutient? Parce qu'après tout, quand on regarde l'Europe aujourd'hui, et la manière dont, tu sais, ces pays que tu as mentionnés, ils ne sont pas significatifs en termes de population ou d'influence globale en Europe, mais on voit tout de même un rôle plus important de leur part, d'une certaine façon. On ne voit pas cela en Hongrie ou en Slovaquie. Tu sais, on ne voit pas ces pays capables d'influencer la politique étrangère de l'Europe. Mais comme tu l'as mentionné, Kaja Kallas, elle, oui. Alors qui soutient cela? Qui fait cela à l'Europe? Eh bien, je pense que le problème vient de l'administration Obama et probablement, enfin, de ce qui a précédé jusqu'à Obama, l'administration Bush, l'administration de George W. Bush, puis plus tard l'administration Obama. Ce sont eux qui ont déclenché beaucoup de guerres et ils avaient besoin du soutien de certains pays européens. Vous vous souvenez peut-être que ceux qui étaient les plus réticents à soutenir les États-Unis dans ces conflits étaient précisément ce que Donald Rumsfeld appelait la vieille Europe, c'est-à-dire la France, l'Allemagne, l'Italie, principalement la France et l'Allemagne. Mais la nouvelle Europe, les États baltes, la Pologne, ce sont ces pays-là qui ont soutenu avec fermeté ces guerres en Irak. Si vous regardez le premier contingent déployé en Irak, vous trouvez l'Ukraine, vous trouvez la Pologne, vous trouvez ces pays, car tous ces pays ont vécu la guerre froide avec l'idée que le modèle de la société moderne était les États-Unis. Et cela a toujours été le cas. De plus, ces pays ont historiquement été confrontés aux Russes. C'était vrai même pendant la Seconde Guerre mondiale. Je veux dire, les États baltes étaient alliés des nazis. La Pologne était un peu divisée, cela a quelque peu changé. Mais le maréchal Piłsudski, qui était le dirigeant de la Pologne dans les années 1930, était un bon ami d'Adolf Hitler, et des choses de ce genre. Il y avait donc des relations très étranges et changeantes au sein de l'Europe. Mais le point commun, c'était la peur des Russes, ou disons, la confrontation avec eux. C'est un point commun. Et les États baltes ont été extrêmement fermes à ce sujet. Ils étaient pro-nazis. Et ils ont continué après la guerre d'ailleurs, car après la Seconde Guerre mondiale, on parle souvent des mouvements de résistance, des nationalistes, y compris ceux soutenus par d'anciens officiers SS en Ukraine. Mais c'était exactement la même chose en Lituanie et en Lettonie. On retrouvait exactement cela. Et si l'on regarde les premières années de l'après-guerre, jusqu'au début des années 1960,
L'une des principales activités des services clandestins en Europe était le soutien à ces mouvements de guérilla en Europe de l'Est. Of these guerrilla movements in Eastern Europe, I mean, in the Baltic states and in Ukraine. Je veux dire, dans les États baltes et en Ukraine. C'est ce que j'ai expliqué dans mon livre « Port Orient, guerre secrète en Ukraine ». Il y avait tout ce soutien des services de renseignement occidentaux, le MI6, le SDSE en France, le SDSE qui était le prédécesseur de la DGSE, et la CIA, évidemment aux États-Unis. Ils les soutenaient concrètement avec des parachutages nocturnes d'armes et d'agents, comme pendant la Seconde Guerre mondiale. Cela s'est produit en Europe de l'Est à la fin des années 1950 et au début des années 60. Donc cette région a toujours été un terrain d'activité pour ce camp. Et d'ailleurs, le père de Kaja Kallas appartenait à ce mouvement en Estonie. Ainsi, il existe cette culture de lutte contre les Soviétiques et les Russes. Et cela a toujours constitué un bon point d'ancrage pour la politique américaine, qui était évidemment opposée aux Soviétiques. Ils pouvaient compter sur un véritable soutien. Lorsque j'étais à l'OTAN, j'ai remarqué que, malgré leur très petite taille, les États baltes exerçaient une influence considérable au sein de l'Alliance. Il en allait de même pour la Pologne. La Pologne, étant plus grande, dispose évidemment de l'une des armées les plus puissantes d'Europe, probablement même plus forte que celle de l'Allemagne. Et elle nourrit l'ambition d'être ou de posséder les forces armées les plus puissantes du continent. Et ils ont commencé à le faire. Et maintenant, les Allemands aimeraient faire de même. Nous nous retrouvons donc dans une situation très étrange. En tout cas, cela a toujours été ainsi historiquement. Et ils ont soutenu aveuglément toutes les politiques des États-Unis. En réalité, il y avait une convergence entre ce que ces pays visaient d'un point de vue historique et ce que les Américains voulaient faire d'un point de vue plus politique et géopolitique. Nous avions donc ici une convergence, et c'est la raison pour laquelle les choses se sont passées ainsi. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on voit bien que cela n'est dans l'intérêt de personne. Les États-Unis non plus, et cela est d'ailleurs reconnu dans cette nouvelle stratégie de sécurité nationale, la capacité de mener des guerres partout dans le monde. Ils doivent les financer, et ils ne peuvent pas le faire. Par conséquent, on ne voit pas Brimdown Twess. Therefore, they need to set priorities. They have to rebuild an industry. They have to rebuild. Ils doivent reconstruire une industrie, une économie, une société. Et par conséquent, ils ne peuvent pas se permettre de consacrer plus de temps à soutenir, ou plutôt à appuyer activement, un conflit en Europe. C'est une tâche qui doit être reprise par les Européens. Ainsi, les États-Unis peuvent réellement se concentrer sur la plus grande et la plus importante menace pour leurs propres objectifs, à savoir la Chine, le principal concurrent, non pas tant sur le plan militaire, mais sur les plans économiques, technologiques et en matière de défis futurs. Regardez l'intelligence artificielle, regardez d'autres technologies, la technologie spatiale, la science des matériaux, les nouveaux matériaux en cours de création. Les Chinois ont développé de nouvelles sources d'énergie et d'autres innovations de ce type. Beaucoup de recherches ont lieu en Chine parce que la Chine n'a pas dépensé son argent à faire de la guerre. Elle a dépensé de l'argent dans la recherche et le développement. Et maintenant, les États-Unis se sont rendus compte qu'ils ont dépensé énormément d'énergie, d'argent et de vie à créer des guerres partout dans le monde, sans en tirer de véritables bénéfices. Je veux dire, certaines personnes en ont profité, celles du complexe militaro-industriel, bien sûr. Mais cela ne concerne qu'un segment très limité de la société. À présent, d'autres défis se présentent. Et les États-Unis doivent se reconstruire pour y faire face. C'est la raison de cette nouvelle stratégie. Par conséquent, ils ont besoin que les Européens prennent en main leur propre avenir. Et les Européens sont en train de commettre exactement la même erreur que les États-Unis ont commise au cours des 25 dernières années.
dépenser beaucoup d'argent dans un conflit sans aucun résultat. Ils sacrifient leur économie, ils sacrifient leur société uniquement dans le but de combattre la Russie, ce qui n'a aucun sens. Et c'est précisément ce que nous devons comprendre dans cette stratégie de sécurité nationale. D'ailleurs, si l'on regarde l'essence même de cette stratégie de sécurité, ce n'est pas que les Américains soient des amoureux de la paix ou quoi que ce soit de ce genre. Non, ils visent toujours la domination mondiale, la domination à l'échelle planétaire. Être le pays le plus puissant du monde qui dicte tout au reste du monde. Le problème, c'est qu'ils ont mis en place un processus pour y parvenir, tout en reconnaissant qu'ils ne sont plus en position d'atteindre cet objectif immédiatement à partir de leur situation actuelle. Ils doivent redévelopper leur propre économie. Ils doivent redévelopper leur capacité à créer de nouvelles technologies et ainsi de suite. Ils ont un système éducatif en déclin, une société en déclin et ainsi de suite. Tout cela doit être corrigé avant d'atteindre l'objectif de domination mondiale. Mais cela reste le but ultime et je pense qu'il est très important de le comprendre. Donc, ce document, il ne s'agit certainement pas du tout pour les États-Unis d'abandonner la lutte contre les Russes. Non, absolument pas. C'est simplement une autre voie pour y faire face, avec des priorités établies, la principale restant la Chine. C'est ce que nous observons. Les Européens doivent comprendre cela, et surtout, ils doivent réaliser qu'ils commettent exactement les mêmes erreurs que les Américains au cours du dernier quart de siècle. Dépenser plus d'argent à combattre quelqu'un sans rien y gagner, tout en sacrifiant leur propre capacité. Vous voyez maintenant que les investissements étrangers en Europe sont à leur plus bas niveau depuis 9 ans. Cela signifie que les investisseurs étrangers venant d'autres continents et d'autres régions du monde n'ont plus confiance en l'Europe. Et ils ont raison, car l'Europe n'améliore évidemment pas sa situation, elle empire. Par conséquent, la confiance des investisseurs a bien sûr chuté. En conséquence, vous entrez désormais dans une sorte de cercle vicieux, où vous avez moins d'investisseurs précisément au moment où vous en avez le plus besoin. Car en ce moment, les pays européens comme la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni doivent financer leurs dettes. Mais personne ne veut leur prêter de l'argent. Ils sont donc piégés par leur propre politique, si l'on peut dire. Et c'est exactement le défi auquel l'Europe est confrontée aujourd'hui. Merci beaucoup, Carl, d'être avec nous aujourd'hui. Un grand plaisir, comme toujours. Ce fut un thing. Merci beaucoup. Toi.